Un grand merci à Ariel pour cette invitation, un grand merci à IARP. C'est toujours un plaisir de venir ici. Moi, je suis un petit bébé parce que j'ai commencé à connaître IARP il y a 3 ans seulement, je suis désolé. La première fois, c'était à Montpellier et voilà, à chaque fois, je reviens avec grand plaisir et à nouveau, merci pour l'invitation et pour votre accueil chaleureux. Alors, ce qui est bien, c'est que le sujet a déjà été éludé par Isabelle Meunier et Isabelle Odo, donc j'ai plus grand chose à faire, ce qui est super. Donc mon nom c'est Magali Tayel, je travaille dans une compagnie qui s'appelle GenSight Biologics. On a pris un nom anglais parce que c'était plus classe, mais en fait on est une compagnie purement française basée à Paris. Et on a 2 programmes, mais le programme qui me paraît important de discuter aujourd'hui, c'est un programme qu'on a dans la rétinite pigmentaire. C'est un traitement optogénétique, on en a un petit peu parlé ce matin, et on va essayer de comprendre exactement ce que c'est. Et aujourd'hui, on est en développement, mais en phase précoce. Comme l'a expliqué Isabelle Odo, on est en phase 1-2, donc c'est des phases, c'est la première étude chez l'homme. L'étude s'appelle Pionnier, et 10 patients ont déjà été traités par cette thérapie. Donc je vais insister sur notre développement dans la rétinite pigmentaire. On a un autre développement dans une maladie rare en ophtalmologie également. Alors c'est quoi l'optogénétique et ce qu'on fait aujourd'hui dans la rétinite pigmentaire, la technologie qu'on a développée. Donc il y a eu évidemment des études sur les cellules, des études chez l'animal, pour arriver à une étude aujourd'hui chez des patients atteints de rétinite pigmentaire, mais à un stade évolué. Et je vais expliquer pourquoi ça s'adresse, on va dire, à une des formes avancées de la maladie. Et Isabelle l'a bien expliqué ce matin. On est à un stade avancé de la maladie et les photorécepteurs ont malheureusement disparu à cause d'une mutation. On a vu qu'il y avait énormément de mutations. Et je voulais insister aussi, avant d'oublier de vous le dire, ce qui est le plus important, c'est que la thérapie optogénétique, elle est indépendante de la mutation causale. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à des patients atteints de rétinite pigmentaire à un stade avancé de la maladie, on va dire 10 à 15% des patients atteints de rétinite pigmentaire, mais c'est indépendant de la mutation. C'est-à-dire que même si, et je pense que madame, vous avez dit que vous ne connaissiez pas encore la mutation, même si vous ne connaissez pas la mutation en cause, ce traitement peut être appliqué. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et donc, malheureusement, quand on arrive à un stade avancé, les photorécepteurs ont disparu. Et Isabelle, ce matin, a bien expliqué, les photorécepteurs, ce sont les cellules qui vont capter l'information visuelle, qui vont l'analyser, c'est la couche la plus profonde de la rétine, et ensuite, cette information, une fois qu'elle a été captée, elle va être encore analysée par toutes les couches cellulaires jusqu'à la couche la plus superficielle qui est la couche des cellules ganglionnaires. Et ensuite, les cellules ganglionnaires vont transmettre via le nerf optique l'information visuelle au cerveau, au cortex visuel qui va l'analyser et qui va permettre de voir. Comme il n'y a plus de photorécepteurs, le principe du traitement par optogénétique, c'est d'utiliser des cellules saines de la rétine de patients qui ont une rétinite pigmentaire. Ce sont principalement les photorécepteurs qui sont atteints, et dans ce traitement optogénétique, il a été décidé, il a été développé, il a été décidé d'utiliser les cellules ganglionnaires, qui sont les cellules les plus superficielles,
qui sont saines ou grandement saines chez les patients atteints de rétinite pigmentaire. Et le principe, c'est d'utiliser ces cellules saines et de leur donner la fonction des photorécepteurs qui ne sont plus présents. Alors comment on fait ça? Le principe, c'est très bien, mais on fait ça comment? Parce que les cellules ganglionnaires ne sont pas programmées pour être des photorécepteurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on allie un traitement combiné, une thérapie génique et des lunettes. Et je vais vous expliquer exactement ce qu'on fait. Donc la thérapie génique, le principe, c'est de rendre ces cellules ganglionnaires la fonction de photorécepteur. On fait ça comment? On traite les patients avec une thérapie génique, donc c'est injecté en intravitréen, c'est une simple injection, il n'y a pas de chirurgie. Pourquoi en intravitréen? Parce que ce qu'on veut, c'est donner la thérapie génique aux cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires, elles sont superficielles, elles sont près du vitré. Donc si on injecte en intravitréen, on expose les cellules ganglionnaires à la thérapie de façon optimale. C'est une thérapie génique classique, donc ça a été bien expliqué ce matin. C'est un virus inactivé qui contient un gène sain qui va coder pour une protéine spécifique qui s'appelle CRISPR. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette protéine, elle est photosensible à la lumière et elle va permettre aux cellules ganglionnaires qui n'étaient initialement pas programmées pour être des photorécepteurs à devenir et avoir une fonction photoréceptrice. Donc quand la thérapie génique est injectée dans l'œil en intravitréen, les cellules ganglionnaires donc, vont intégrer cette thérapie génique, le gène, et vont exprimer cette protéine photosensible qui s'appelle CRISPR. Alors, ce qui est... Donc, après, l'idée, c'est quoi? C'est que l'information visuelle, quand elle arrive au niveau de l'œil et de la rétine, ce ne sont plus les photorécepteurs qui l'analysent, qui la captent, puisqu'ils n'existent plus, mais ce sont les cellules ganglionnaires qui vont être stimulées, qui vont exprimer cette protéine photosensible et qui vont permettre la transmission de cette information au niveau du cortex visuel. Donc c'était un très bon terme dont parlait Isabelle ce matin, c'est comme un shunt. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus les photorécepteurs qui n'existent plus et ce sont les cellules ganglionnaires qui font le travail. Mais alors il y a une problématique, c'est que cette protéine CRISPR, elle n'est pas stimulée avec la lumière ambiante. Elle est stimulée avec une lumière d'une longueur d'onde bien spécifique, une lumière orangée, et c'est pour ça qu'on développe des lunettes, qu'on appelle des lunettes biomimétiques, qui vont stimuler en fait cette protéine qui sera exprimée par les cellules ganglionnaires. Donc c'est pour ça que cette thérapie, c'est une thérapie combinée qui allie une thérapie génique et des lunettes qui permettent la stimulation de ces cellules ganglionnaires. Donc thérapie combinée, ça ne marche pas avec la lumière ambiante, donc il y a la contrainte quand même des lunettes. Donc thérapie génique plus lunettes. Alors on essaie de développer, d'améliorer au mieux ces lunettes. Là, elles sont plus des prototypes. Donc ce n'est pas de très belles lunettes, très design, mais on y pense, on pense que c'est très important aussi l'ergonomie, et donc on fait en sorte de développer au mieux ces lunettes pour que, une fois qu'on aura passé les phases de développement, on pourra avoir des lunettes acceptables à porter, parce que je pense que l'esthétisme et l'ergonomie, c'est également important. Ce qu'il faut voir, c'est que ces cellules ganglionnaires, même si on les aide, même si on les programme, même si on leur donne une thérapie génique, elles n'ont pas été prévues pour être des photorécepteurs. Donc la vision qui va être, on va dire,
capable d'être produite par ces cellules ne correspond pas à la vision qui est produite par les photorécepteurs. En fait, et les personnes qui participent à cette étude témoignent très bien de cela, ça permet de voir les contours des choses. C'est-à-dire qu'une porte, vous allez voir le contour de la porte, mais vous ne pourrez pas vraiment voir ce qu'il y a au niveau de la porte dedans. Ça permet de voir le contour des fenêtres. Il y avait un patient qui, je pense que c'était Isabelle Odo qui m'avait rapporté ça, et qui lui avait dit, en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant, dans ma cuisine, je vois la limite des plaques. Avant, je ne la voyais pas. Donc, il voit les contours. Donc, c'est une vision, mais c'est vrai que quand, et vous le savez évidemment beaucoup mieux que moi, quand vous êtes à perception lumineuse et que vous arrivez à voir les contours de certains objets, c'est une amélioration énorme. Alors, juste un mot sur l'étude clinique. C'est une étude de phase 1-2, donc c'est vrai que c'est la première étude chez l'homme. Ce qu'on recherche, c'est d'abord la sécurité du produit, mais on veut aussi des signes d'efficacité. Parce que, comme le disait Isabelle Odo dans sa présentation, il faut des signes d'efficacité pour aller à la phase d'après, qui est la phase 3, qui va évaluer l'efficacité avec plus de patients. Donc on veut les deux. Évidemment, on veut que ça soit bien toléré, mais on veut voir aussi des signes d'efficacité pour avancer dans le développement. Aujourd'hui, il y a 10 patients qui ont été traités dans cette étude. En général, les phases 1-2, il y a peu de patients. Au départ, on avait prévu de traiter 12 patients. Le recrutement, l'inclusion a été beaucoup ralentie avec le Covid. Donc aujourd'hui, 10 patients, on a assez d'éléments pour avancer en termes de données et puis vous partager des données qui nous paraissent intéressantes. Dans ces phases d'études, on va rechercher la dose. Donc en fait, on a 3 doses. Une dose faible pour les 3 premiers patients, une dose intermédiaire pour les 3 suivants et une dose plus forte pour les 3 suivants. Et c'est vraiment très contrôlé. Il y a un comité indépendant qui s'assure que le produit est bien toléré, qu'on fait ça progressivement pour le bénéfice des patients. C'est très important puisque c'est la première étude chez l'homme. Le produit aujourd'hui, il est très bien toléré. Donc ce comité indépendant nous a recommandé d'utiliser la dose la plus élevée. Donc on a maintenant la dose. On a 4 patients, donc un patient dans la cohorte d'extension qui a été traité avec la dose la plus élevée. Ça a été dit, hein, en général, la thérapie génique au niveau de l'œil, c'est très bien toléré. D'abord parce que le traitement, il va rester dans l'œil, il ne va pas dans la circulation générale, donc il n'y a pas d'effets secondaires généraux. Les effets secondaires, ils sont au niveau de l'œil principalement, et surtout, ce sont des doses beaucoup plus faibles que la thérapie génique générale. Donc on a quand même, on va dire, des opportunités pour développer des produits pour les maladies des yeux. Alors, les patients dans cette étude ont été injectés dans l'œil, on va dire, qui avait l'acuité visuelle la plus basse. C'est très classique d'injecter dans un seul œil, surtout pour la première étude chez l'homme. Et il y a un suivi à 5 ans de tous les patients, ce qui est maintenant demandé en thérapie génique en règle générale. On veut du suivi à long terme. On a 3 centres. On a les 15-20 avec Isabelle Odo et Élise Boulanger, investigateur. On a un centre aux États-Unis, à Pittsburgh, et on a un centre également en Angleterre. Donc on a 3 centres qui s'occupent de cette étude, avec donc 10 patients qui sont suivis. Donc je vous disais, la tolérance est très bonne. Alors elle est très bonne, oui, mais il y a quand même une inflammation dans l'œil. Il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien. D'ailleurs, quand les produits, il ne se passe rien, il n'y a aucun effet secondaire. En général, c'est qu'ils ne marchent pas. Donc, il y a un effet secondaire qui est très connu avec la thérapie génique, quand c'est injecté en intravitréen, comme notre produit, c'est une inflammation intraoculaire qui est très fréquente. Mais la bonne chose, c'est que l'inflammation,
elle est modérée et elle est contrôlée par des gouttes de corticoïdes. Donc aujourd'hui, il y a 7 personnes sur 10 qui ont fait une inflammation et cette inflammation a été contrôlée et maintenant il n'y a plus d'inflammation. Mais il faut savoir qu'il y a une inflammation de l'œil qui est à contrôler. En général, on essaie de la prévenir avec des corticoïdes oraux avant l'injection et après l'injection. Mais ça existe et c'est connu dans la thérapie génique. L'important, c'est que ça soit contrôlé et qu'après, ça soit terminé. Alors, je vais passer à l'efficacité. La tolérance est bonne. On a récemment partagé des données, c'est-à-dire qu'on a attendu que tous les patients aient un suivi à 1 an après l'injection. Parce que la thérapie génique, ça met du temps à agir. Il ne faut pas croire que même 2 ou 3 mois après, on va avoir un effet. En tout cas, dans mon expérience, ça met du temps. Et donc, on a regardé les résultats à 1 an de tous ces patients. Et on a vu qu'on avait des résultats vraiment positifs en termes d'efficacité, en termes de bénéfice du traitement. Pas chez tous les patients, donc je tiens à le préciser, mais chez environ 40% des patients, on a un effet. Et cet effet, il est important puisque ce sont des gens qui avaient perception lumineuse avant le traitement et qui sont maintenant capables de localiser des objets sur une table, de voir certains contours, de compter les objets, de les pointer. Donc on a annoncé ces résultats, c'était en début d'année. Évidemment, l'étude continue, on a de plus en plus de données, de plus en plus de suivi chez beaucoup de patients. Certains ont d'ailleurs fini l'étude à 5 ans. Alors en résumé, puis à la fin, je vais vous passer des vidéos que je vais vous commenter. Évidemment. Donc en résumé, 10 patients traités, on a une tolérance qui est très bonne. Les lunettes sont aussi très bien tolérées. On n'a pas des problèmes d'éblouissement ou autres. En fait, elles sont adaptées à chaque patient. C'est-à-dire qu'avant de les porter, on regarde vraiment l'intensité qui va convenir pour chaque patient. Donc c'est vraiment individualisé. Il y a quelque chose de très important sur lequel je veux vraiment insister, il y a besoin vraiment d'exercice. Parce que quand les patients rentrent dans l'étude, très souvent ils ont du mal à fixer, parce qu'ils ont perdu évidemment leur fixation, ils ont un petit nystagmus, et si le traitement ne peut marcher que si l'œil fixe dans la lumière qui est projetée. Et cet entraînement avec les lunettes, cet entraînement de fixation des yeux et de rééducation en quelque sorte est extrêmement important pour que la personne bénéficie du traitement. Alors, juste en conclusion, c'est un traitement qui est indépendant de la mutation causale. Ça ne s'adresse pas à tous les patients à un stade avancé de la maladie, parce que quand il reste des photorécepteurs, il y a d'autres traitements qui peuvent s'appliquer. Et maintenant, j'espère que les vidéos vont marcher, ce qui est loin d'être sûr. On a une image bizarre quand même déjà là. Technicien, est-ce qu'on peut faire quelque chose? D'accord. Alors je vais commenter la vidéo sans image, mais c'est pas grave. Je vous les enverrai. Il n'y a rien, mais il faut me croire sur parole. Oui, c'est les mystères de l'informatique. Donc, je vais vous les commenter quand même, et puis de toute façon, je pense qu'on pourra les partager. On a un test en fait dans l'étude où il y a une... Ah, c'est merveilleux, ça marche. Donc ça, c'est un test qui s'appelle le test de la porte. Oui, non, je vais le faire. Merci, Serge, je vais le faire, je vais l'avancer après. Donc le principe, c'est que la personne, elle est à quelques mètres d'une porte qui est fictive en fait. Hein. C'est une porte noire sur un rideau blanc ou sur un mire blanc. Tout ce qu'on lui dit au départ, c'est qu'il va y avoir une porte soit à gauche, soit à droite.
et on vous demande d'aller vers la porte et de la toucher. Et si vous touchez la porte, le test est réussi. Donc il faut me croire sur parole, cette personne n'était pas capable de faire ce test avant traitement. Là, elle a les lunettes, elle a été injectée avec la thérapie génique, et je vais vous commenter la vidéo. Donc la porte est à gauche, elle avance doucement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, elle va balayer un petit peu son regard, et elle arrive à la porte, et elle touche la porte. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle touche le contour de la porte. Je vous disais qu'il voit les contours. En fait, elle touche le contour de la porte. Donc, elle a réussi le test. On a un autre test qui, en fait, c'est une ligne blanche qui est dessinée sur un sol noir, donc avec un bon contraste. Et on demande donc à la personne de suivre cette ligne blanche. Donc à nouveau, il faut me croire sur parole, avant elle n'arrivait pas à faire le test. Là, cette même personne avec donc les lunettes a été injectée avec la thérapie génique. Et donc là, elle suit la ligne blanche. Et alors c'est intéressant parce qu'elle a chacun de ses pieds sur la limite de la ligne blanche qu'elle suit. Et ça, elle n'arrivait pas à le faire précédemment. Et bon, en tout cas, je voulais vous montrer ces éléments parce que c'est sûrement mieux en images. Et on a des témoignages de patients qu'Isabelle pourra sûrement vous partager, qui sont très encourageants. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Quelques questions pour Magali. Vous avez dit que vous changiez, on va dire, bonjour. Vous avez dit que vous changiez le fonctionnement des cellules ganglionnaires, si j'ai bien compris, en photorécepteurs. Mais qu'est-ce qui joue le rôle après des cellules ganglionnaires ? Voilà, c'est une colle pour un spécialiste. Hein. Là, A priori, le principe, c'est que ces cellules ganglionnaires, elles transmettent le signal. Mais c'est elles qui vont être dans la captation du signal. Et c'est vrai que c'est assez déconcertant qu'il y ait des résultats. Parce qu'on peut imaginer, c'est pour ça que tout à l'heure je vous soulignais bien, il y a 106 millions de cônes de bâtonnets qui vont être connectés à des cellules bipolaires. Ces cellules bipolaires, elles sont agencées avec des photorécepteurs, elles ont des centres on, d'autres des centres off. Donc elles interviennent pour, pareil après pour la connexion avec les ganglionnaires, pour coder l'information visuelle. Et qu'on arrive en court-circuitant ces codages préétablis à stimuler directement la cellule ganglionnaire et arriver à de la détection de contours, ce n'était pas gagné d'avance. Et la réadaptation ensuite pour le cerveau, pour comprendre, parce que notre cerveau visuel, ça on ne l'a pas abordé, mais il est organisé aussi, on ne comprend pas tout le processus, mais il est organisé pour détecter des inclinaisons, des mouvements, ça fonctionne par colonne. Et là on se dit, mais attends, on va stimuler directement la ganglionnaire, mais qu'est-ce que va comprendre le cerveau derrière? Et qu'on arrive à détecter des contours et à dire je suis une ligne, je sais qu'il y a une porte. L'image de la main, elle est quand même surprenante aussi. C'était tout sauf gagné d'avance. Donc, comme je dis, dans la recherche, il faut enfoncer des portes, parce qu'en amont, on pourrait dire, mais ça ne va pas marcher. Et là où, par contre, je crois que ça reste très important à dire, il faut que les photorécepteurs soient plus là. Parce que qu'est-ce qu'on stimulerait autrement? Est-ce qu'il y aurait une interférence de l'information visuelle qui vient des photorécepteurs qui sont là et des cellules ganglionnaires? Le brouillage que ça pourrait induire ne serait peut-être pas très positif. Donc oui, c'est une opportunité parce que c'est redonner des capacités d'analyse de l'environnement à des patients qui ne l'avaient plus, en neutralisant totalement leur champ visuel. Ce qui, aussi psychologiquement, pour le patient, ne doit pas être simple. De dire, je mets des lunettes et je vais faire confiance.
Et juste peut-être pour rebondir sur ce que dit Isabelle, il y avait un patient qui avait témoigné auprès d'Isabelle Odo en disant « mais en fait je vois avec mon cerveau ». Donc il y a vraiment il faut vraiment apprendre à voir autrement. Donc il y a besoin beaucoup de formation et de réhabilitation pour que ça marche. Et ça c'est fondamental et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des échecs et que 40% des patients répondent parce que en fait, la plupart des patients qui répondent, c'est au 15-20 parce que StreetLab fait avec les orthoptistes, font beaucoup de training, ce qui fait que je pense qu'il y a un effet centre lié à un effet exercice et adaptation aux lunettes. Juste pour compléter, en fait, il faut bien penser ces cellules ganglionnaires. Il y en a par exemple qui sont sensibles à un mouvement vers la gauche, vers la droite. Il y en a qui sont sensibles au zooming, c'est-à-dire quand vous vous approchez. Et en fait, c'est vrai que maintenant vous allez toutes les stimuler de la même manière. Mais donc ça veut dire que oui, je pense que le cerveau là il va jouer. Mais sachez que par exemple, si on vous met des prismes à la place de vos lunettes et on inverse complètement l'image, on la met complètement à l'envers. Vous n'allez rien comprendre pour vous déplacer, tout ça. Mais en quelques jours, votre cerveau, il arrive à réinterpréter l'image et à faire que vous voyez normalement. Avec une image qui est complètement à l'envers, en fait, il remet tout. Et en fait, c'est là où on voit la plasticité de notre cerveau, du fait d'arriver à analyser quelque chose qui a été complètement transformé. Et là, sûrement qu'il arrive à diminuer l'information qui vient de cellules où il arrive à rien comprendre et puis par contre prendre l'information qui est utile sur d'autres cellules. Mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Est-ce qu'il y a des différences? Excusez-moi, oui c'est ça, j'allais voir ça. Oui, justement j'allais poser cette question. Les stades avancés, mais est-ce que pour les personnes à un âge avancé peuvent en bénéficier? Alors c'est toujours pareil, ça dépend ce que vous voulez dire par âge avancé. C'est peut-être pas le même âge entre nous deux, mais en règle générale, les patients là qui ont une rétinite pigmentaire, on va dire à un stade assez évolué, en gros ils ont la soixantaine, 55, 65, MIS. Je vois pas d'obstacle à partir du moment où la personne est motivée, a envie d'avancer. On est très alerte à 70 ans. Vous voyez par exemple, il y a beaucoup de traitements dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et les gens, ils ont facilement 75 ans, 80 ans, ils sont traités. Maintenant, Et puis l'avantage de ton approche, c'est que tu es en intravitréen, donc c'est pas non plus une chirurgie qui pourrait être un peu plus discutable chez un sujet de 80 ans. Après, c'est la plasticité cérébrale derrière. A priori, on a des capacités, ça dépend aussi du vieillissement cérébral là. Oui, je voulais poser la question. Alors du coup, est-ce qu'on sait combien de cellules ganglionnaires sont transduites finalement? Sous l'injection, elle est intravitréenne, mais quelle proportion? En fait, la question, c'est combien il y a de cellules ganglionnaires qui sont transduites, c'est-à-dire qui ont ce gène particulier. Et en fait, on ne sait pas chez le patient. Nous, par contre, ce qu'on avait fait, c'est avant, pour essayer de valider cette approche, on l'avait testé sur des primates. Donc on peut vous dire que chez les primates, il y avait à peu près 30% des cellules qui étaient transfectées. Et justement, là, il y a aussi encore des possibilités d'améliorer par rapport à ça. C'est d'augmenter en fait justement ce pourcentage et aussi le taux d'expression de ces fameuses protéines dans les cellules ganglionnaires. Donc on a aussi des idées avec GeneSight pour essayer d'amplifier encore plus ce processus. Donc il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est une approche qui est complètement innovante. Ça a été, GeneSight est la première société au monde à proposer cette approche et à la réussir surtout. Je pense que... Bon, je suis un peu biaisé parce que j'étais...
J'aurais voulu savoir si les tests ont été réalisés en extérieur aussi. Alors, Streetlab, ça a été fait pour éviter justement les... Non, les tests ont été faits, tous les tests sont en intérieur. On donne aussi les lunettes à la maison pour que la personne puisse s'entraîner à la maison. On a fait avec l'accord du patient, bien sûr, un patient en extérieur qui avait une très bonne réponse et qui voulait tester. Donc, avec son consentement, on a fait à l'extérieur. Et il nous disait, par exemple, et je pense que ça s'invente pas, qu'il revoyait vous savez, les zébras des passages cloutés, qu'il ne voyait pas avant. Mais on l'a fait qu'une seule fois avec un patient parce que c'est pas dans le cadre de l'étude d'aller à l'extérieur. On va être obligé d'aller manger. En fait, l'idée de Streetlab, c'était justement pour que, en fait, on puisse avoir des conditions contrôlées, parce que dehors, un jour il fait beau, un jour il fait moche, un jour il pleut. Et l'avantage de Streetlab, c'est qu'on peut faire tous les tests qu'on fait en extérieur, mais dans un milieu conditionné où on contrôle l'intensité lumineuse, on contrôle le bruit aussi, on contrôle tout. Mais là, on va contrôler notre estomac et on va aller manger. Parce que je crois qu'en bas, ils nous attendent. Merci, à tout à l'heure.